Imhotep, Ankh Oudja Sedeb Neb, de nouveau ici sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans notre parcours de l'art de matérialiser une existence dans l'abondance, selon la culture kémétique. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la lecture du signe de Amon-Ra. Amon-Ra dit les béliers et le signe qui va, la période de sémination qui va du 21 mars au 20 avril. Nombreux l'auront tout de suite reconnu que cette période correspond aussi à la période de la libation, de la cérémonie des ancêtres qui est en célébration dès aujourd'hui, le 21 mars, et qui finira le 20 avril. Dans cette période, nous sommes dans la manifestation des énergies de nos ancêtres. Et dans cette manifestation, il n'y a pas plus période proliférante, il n'y a pas plus période prospère que celle-ci. Parce que dans cette période, si nous sommes en phase avec nos ancêtres, nous rentrons dans un contact du genre métaphysique. Une rencontre, un croisement de route entre le monde métaphysique et le monde physique. Un croisement de sentiers entre les dimensions hautement spirituelles et les dimensions mondaines. Tout ceci se déroule entre le 21 mars et le 20 avril. D'autant plus que il a été introduit par la pleine lune d'hier soir. Et donc, nous avons donné, avec l'offerte de la lune qui élève les niveaux d'eau, nous avons donné le départ à la grande libation, à la grande commémoration des ancêtres. Amon-Ra est donc la période des Ra. Mais nous allons essayer de donner une historique avant de rentrer dans le procès. La tradition kémétique nous apprend que Amon-Ra est de nature feu. Sa planète est la planète Mars, en tant qu'astre de référence, aidé des couleurs rouges. Durant cette période du 21 mars au 20 avril, nous avons un alignement entre trois astres, un alignement parfait, qui sont la planète Terre, la planète Mars et le Soleil. Et cet alignement part du 21 mars avec la pleine lune d'hier soir et finira le 20 avril. À la fin du 20 avril commence la période des Ahab, les taureaux, qui, lui, plutôt, est le début du période de l'exode kémétique. Cette période est accompagnée aussi des éléments très importants que nous allons individuer. Par exemple, quel est le moment meilleur des méditations? Les moments d'inclinaison ou des moments de parallélisme énergétique ou, je dirais encore mieux, quand est-ce que l'Amon-Ra est dans son énergie meilleure? Alors, dans la tradition kémétique, nous avons les aires divisées en deux phases. Nous avons Shu, qui commence de 7 heures du matin jusqu'à 19 heures. Nous sommes dans les aires Shu. Et puis nous avons Tefnut qui commence à 19 heures jusqu'à 5 heures du matin. C'est quoi la différence entre Shu et Tefnut? La différence entre Shu et Tefnut est que Tefnut est la polarité de la création. Dans le monde occidental, on parle de polarité négative. Seulement, les négatifs n'existaient pas parce que dans la conception occidentale, les négatifs signifient l'absence. C'est-à-dire, quand on a 2 moins 2, on a 0. 0, c'est un négatif dans le sens qui négation, c'est-à-dire il n'y a rien. Or, dans la tradition kémétique, le 0 est plein de potentialités. Donc, quand on est dans Tefnut, on est dans Amen. Pendant toute la phase Tefnut, c'est-à-dire dès que 19 heures commence, on rentre dans Tefnut, c'est-à-dire on rentre dans la manifestation de Amen, avec l'obscurité, toutes les forces de la création, de la manifestation, rentrent en action. C'est ainsi que les matins, quand nous levons les matins à 7 heures, de 7 heures à 8 heures, nous avons Amen-Ra. Ceux qui sont nés sous les signes de Amon-Ra, les moments meilleurs de leur méditation, les moments où leur énergie est au maximum et les moments de Amon-Ra, c'est-à-dire entre 7 heures et 18 heures, qui marquent le premier rayonnement solaire.
qui va accompagner toutes les différentes phases jusqu'à nous allons arriver à 19 vers. À 19 vers, nous avons maintenant Amen, c'est-à-dire pour ceux qui sont nés d'ici des Amon-Ra. Il y a une canalisation de l'énergie Amon-Ra, la manifestation de Amon-Ra à 7 heures, entre 7 heures et 8 heures. Et après, nous avons la manifestation ou l'entrée en fonction des énergies Amen entre 19 heures et 20 heures qui vont m'attirer pendant toute la nuit. Durant toute la nuit. La journée, bien entendu, est divisée en 3 phases. De 7 heures à 11 heures, nous avons ce que nous appelons Kouket, l'ère de la lumière. Et puis nous avons 12 heures qui est Héros Amketi. Et puis nous avons de 13 heures de 13 heures jusqu'à 16 heures, nous avons Amenet, qui est la, disons, l'ère de la manifestation. Et puis, de 16 heures à 19 heures, nous avons Houet, qui signifie la connexion. Pour ceux qui sont les heures Tefnout, de 19 heures à 23 heures, nous avons nous, qui signifie eau primordiale. Et puis, de 23 heures à 3 heures du matin, nous avons Kouk, qui signifie obscurité. Et puis, de 3 heures à 5 heures, nous avons sa tête, qui, en fait, symbolise Amen. Puis, cet Amen qui, lui, va de 3 heures à 5 heures, va devenir Amon-Ra avec la manifestation des premiers rayons solaires. Eh bien, nous avons ici une étude des rayonnements solaires par horreur de l'Académie de la culture noire. Pour ce qui est des Amen, la divinité ou Aussar, nous devons comprendre que Aussar et Amen-Ra. Les cachets, la puissance primordiale. Il est le netcher de l'air et du vent. Dans les origines, il est le netcher du souffle et de la vie. Amen, c'est auto-créé au commencement du temps. Il a été dans l'auto-existence. La force suprême et éternelle, créateur de tous les Netcherou, et de la source de l'existence de toutes les choses. Amen est la connaissance inconditionnelle de soi. Amen est ce que nous ne pouvons pas voir. C'est lui qui ne peut pas être vu. La force créative qui est l'esprit de toutes choses. Depuis la moyenne période des Kemet, de l'histoire kémétique, il a été symbolisé ou symboliquement reconnu comme les pères de tous les leaders de l'ancien Kemet. Pendant que dans l'ancienne période, Amen était les Netcherou des Wassets. Mais quand Menchu Hotep prend le pouvoir dans la période moyenne et qu'il roule Kemet, Wasset était devenu la capitale de Kemet. C'est ainsi que Amen est devenu le Newsu, comme des Netcherou, le maître des Netcherou. Dans la nouvelle période, Amen va être mis en couple avec le Netcherou Ra pour former la composition du Netcher Amen-Ra, la source de toute forme de vie dans le ciel, Pet, et sur terre, Ta, et dans le monde du bas, Douat. Éventuellement, les prêtres et les sacerdotes de Amen affirment qu'il n'existe pas un nom en tant que Amen. Amen, c'est lui qui est le seul et n'a pas de second. Plus tard, les Hébreux vont prendre ce concept de
Amen pour créer Yahweh, le Dieu que nous lisons dans Deutéronome 6:4. Vous allez éventuellement vous rendre compte quand nous parlons de Amen. Amen qui, en ajoutant une consonne devant, change Allah, à Yahweh. Et quand nous parlons de Allah, hein, Amen, Allah, la M qui devient L te donne directement Allah. Vous savez, le concept de Allah ou le concept de Yahweh sont, disons, nous pouvons dire en termes linguistiques, bien entendu, une évolution linguistique ou, pour ne pas être très accusateur, une déformation linguistique. Où je parlerai tout simplement d'une apparentement culturelle de la source de tout ce qui est Amen. Dans les arts kémétiques, Amen est définitivement représenté comme un homme noir avec une barbe, portant un chapeau composé de plumes, de doubles plumes. Dans sa main droite, il tient le symbole de l'existence, la force suprême Ankh. Et dans sa main droite, il porte un sceptre. La queue du lion ou d'un taureau pend toujours de sa tunique. Quelquefois, Amen devient Ra et donner une tête de faucon, surmontée du disque solaire, encerclé par un serpent ou un rame à la tête d'un homme. Les animaux sacrés des Amon étaient ce qu'on appelle goose. Je vais voir comment on dit goose en français. Goose en français. Goose. Je reviens avec goose en français. Amen-Ra est la source de la création et s'auto-crée au début du temps. Il est accouplé, disons, il forme une forme de trinité dans la triade. Voilà, ok. Les gousses, donc, il est représenté par les Wa. Je disais, Amon-Ra, Amen, était le Nusut. Et son fils Kontsu, ou je dirais encore mieux, Amen, avec la Nisut et leur fils Kontsu forment la trinité des Wassets. Les différentes variantes des Amon sont Amon, Amen, Amun, Amon-Ra, M, Hymne. Nous devons aussi à cette liste des intégrative de la culture, ajouter des autres expressions. Quand on parle de Allah, spécialement Allah, ok, nous avons toujours affaire à une déformation, on veut toujours parler de Amon. Il existe une forme de prière où on appelle l'hymne de Amon-Ra. Amon-Ra qui est le fils, qui est le premier de Nisuts, le premier Netcher ou Netcheru de tous les temps, le vizir de tous les pauvres. Il ne peut être corrompu des injustes. Il ne parle pas aux témoins. Il ne regarde pas celui qui fait des fausses promesses. Amen juge la terre avec ses doigts. Il juge les coupables et les envoie vers l'est, pendant que les justes, il les maintient vers l'ouest.
Nous allons rentrer dans la description, par contre, des éléments composant le cycle des Amon-Ra. Comme je disais, la conception kémétique est très importante à cette base. Alors, Amon-Ra, comme nous avons dit, est un signe du feu. Son image est celui d'une oie. Sa planète est Mars et sa couleur rouge. Les cristaux qui vont avec Amen sont les cristaux de sang, l'agate, les jaspers et les coralles rouges. Il faut aussi ajouter l'aventurite, le fluorite et la malachite. Les huiles essentielles qui vont avec la méditation des Amon-Ra sont les cinnamon et les frankincense et le myrrhe. Les herbes qui correspondent, les herbes de santé, les herbes qui vigorisent les personnes appartenant au cycle des Amon-Ra sont les hibiscus, les moulines, les clovers rouges et les raspberries rouges. Et la divinité est à ça, comme nous l'avons défini. Pour ce qui est des huiles essentielles, il est important que pour ceux qui sont nés des Amon-Ra, durant leur méditation, pendant la période de la sémination, d'utiliser de l'huile essentielle, des cinnamon et de frankincense ou de la myrrhe. Cela renforce leur travail, leur sémination, et de se trouver pendant leur méditation, d'avoir toujours avec eux un habit de couleur rouge. La couleur rouge ici est liée à Amon. Dans la tradition kémétique, il faut le dire, contrairement à la tradition occidentale où, par exemple, quand les enfants sont nés, nous avons les garçons qui sont revêtis qui sont habillés avec la couleur bleue, pendant que les filles sont représentées avec la couleur rouge. Nous devons ici réaliser que dans la tradition kémétique, la chose est complètement différente. La couleur bleue est la couleur élevée. Et comme dans l'encre, quand vous regardez la spécificité de l'encre, la force féminine représentée par le womb est au-dessus et la force masculine est en bas. Et il faut toujours vivre en association ou en corrélation ou en alignement avec les fréquences que nous exprimons. Et donc, dans la tradition kémétique, la couleur bleue représente la femme et la couleur rouge représente l'homme. À la naissance, les enfants blancs, les enfants noirs mettent les garçons, les choux, naissent avec la couleur rouge, qui représente la force, la vigueur, la capacité constructive. Pendant que les Stephnouts, les filles sont sont habillées en couleur bleue, qui représente l'expansion de la conscience. Eh bien, nous avons dit que notre célébration des Amon-Ra va en coïncidence avec le festival des Mama Wandombe, les féminins sacrés. Et il est très important réalisé ici dans les féminins. Les féminins représentent Mama Wandombe. Et nous sommes ici dans une polarité créative. Et comme vous pouvez voir, quand nous avons étudié la ligne des temps, nous avons Amen qui se manifeste durant toute la nuit. Et à 7h, 9h, il y a Amon-Ra. C'est-à-dire le premier rayonnement du solaire qui fait Amon-Ra est un rayonnement féminin. Rayonnement féminin parce qu'il est produit de la femme. En célébrant la femme, en célébrant Mama Wandombe, on célèbre le fils qui, lui, naît de Mama Wandombe. Et ceci est important parce que dans ce festival, nous avons affaire avec la libation. La libation nous reconnecte avec les ancêtres et nous permet de vibrer à la même fréquence, au même diapason. Donc, il est important ici de considérer les éléments définis spécialement quant au temps que nous avons donné des méditations de Amon-Ra. Et c'est la reconnexion intégrale que nous avons accordée, par exemple, au temps avec les différents autres cultes pratiqués. Le féminin sacré nous apprend que dans la période du 21 au 20 mars, et on va rentrer dans la liturgie,
dans la description. Ceux qui sont nés entre les 21 mars au 20 avril sont dans leur période de sémination. Et comment cela est fait? Cela est fait de manière assez directe, hein, comme il a déjà été expliqué bien auparavant. Ici, on procède dans le jour précédent ou dans le premier jour, on met en liste ce que on a voulu réaliser, tous nos projets, tout ce que nous avons voulu obtenir, tout ce que nous avons voulu réaliser pendant ce mois, les mois de notre vie, parce que le cycle de Amon-Ra commence à Amon-Ra et va finir dans Hatz-Meri. Et c'est ça l'année. L'année n'est pas compulsif ou comprenant tout le monde, mais selon les cycles de naissance, on a son propre cycle. Le cycle de Amon-Ra commence le 21 mars et va se conclure le 20 mars de l'année prochaine, c'est-à-dire dans les derniers jours de Hat-Mehi. Alors, pour ceux qui les font pour la première fois, il est intéressant ici suivre les descriptions pas par pas. En premier lieu, prendre un papier, un bic, un crayon, écrire ce dont on voudrait réaliser en termes de travail, en termes de santé, en tous les termes possibles. Une fois qu'on a fait une liste bien descriptive de ce que qu'on veut savoir, qu'on voudrait obtenir pendant l'année, il faut savoir que l'année qui commence à la fin de la sémination, c'est-à-dire le 20 avril qui va aller jusqu'au 20 février de l'année prochaine, nous avons cet état-là, nous avons tout ce que nous voulons obtenir, ok, être le plus descriptif possible, nous l'écrivons sur papier. Maintenant, arrivé le premier soir du 21 mars qui va être cette nuit par contre, comme je l'expliquais déjà, je vais essayer de l'expliquer encore. Notre corps fonctionne un peu, vous voyez, comme vous connaissez les anciennes batteries des téléphones, ok? Quand vous branchez les téléphones au courant, la chargeur au courant, vous mettez les téléphones, il y a une lumière rouge qui s'allume. Et la lumière rouge signifie que le téléphone est en train d'être chargé. Quand elle est pleine, la lumière rouge se transforme en lumière verte. Exactement comme ça que nous fonctionnons. Donc, c'est pourquoi je recommande toujours, pendant cette phase, d'aller toujours faire l'essentiel pour ceux qui sont dans cette phase de sémination, pour aller au lit avant 23 heures, ou avant 23 heures, entre 23 heures et 23h30, c'est la meilleure manière, ok? De manière que quand on est en sommeil, après 3 heures ou 4 heures du temps, quand on parle de 23 heures, on va jusqu'à 2 heures ou 3 heures, nos batteries sont rechargées et nos yeux s'ouvrent. Quand nos yeux s'ouvrent, généralement, quand on a dormi entre 22 heures et 23 heures, 22 heures et 23h30, et cela va se passer entre 3 heures et 3h30, plus ou moins. Quand nous ouvrons les yeux, je dirais encore, mais à titre indicatif, c'est encore mieux de se coucher un peu plus tôt, entre 22 heures et 22h30, ok, 22, maximum 23 heures, de manière qu'on puisse s'élever dans une ère très, très, très propice qui est l'ère entre 2 heures et 3 heures. Parce que dans 2 heures et 3 heures, on est dans l'ère des cerquettes, c'est-à-dire on est dans les eaux. Et les eaux favorisent notre sémence. Bien qu'on est dans Tefnut, on est dans Amen, mais dans Amen, on est dans la face des eaux, dans la manifestation, ok? Parce que nos idées seront plus forgées entre 3 heures et 4 heures du matin quand on est dans les airs de conçu les feux. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Nous nous réveillons en pleine nuit. Arrangeons-nous pour avoir notre feuille, notre papier, notre, disons, programme, notre programme de l'année très proche de nous. Quand nous allons nous réveiller, en fait, nous allons nous mettre à lire, tout simplement, ce que nous avons écrit. Maintenant, la lecture n'est pas vocale, elle est plutôt graphique, dans le sens que quand nous sommes en train de lire, nous devons nous imaginer, nous devons percevoir. Je donne un exemple. Je dis, par exemple, j'ai été malade, je dis, pendant la première chose à accomplir, je dois réapprendre, récupérer ma santé. Pendant que je suis en train de lire que je dois récupérer ma santé, je dois être en mesure de m'imaginer en utilisant notre sphère de Sebek, l'imagination, hein, être héros et la pensée, Sebek, l'imagination, je dois pouvoir être en mesure de m'imaginer moi-même, de me voir en bonne santé. Quand je dis, par exemple, je dois avoir un nouveau travail, je dois pouvoir m'imaginer, je dois pouvoir mentalement me voir en train de faire déjà ce nouveau travail. Cela est très, très, très important. La reprogrammation ici est au niveau des images.
L'image doit pouvoir occuper notre sphère de conscience pendant cette lecture. Nous ne sommes pas pendant que nous lisons, notre tête ne fait que créer des images de tout ce que nous avons créé. À travers les jours, parce que cette sémination va jusqu'à 30 jours plus ou moins, les images se feront de plus en plus fort. Et maintenant, quand nous créons des images aussi fortes, cela va susciter un palpitement au niveau de notre cœur. Ce palpitement au niveau de notre cœur va activer la sécrétion de l'hormone que nous appelons la joie. L'hormone de la joie est très, très, très important. Contrairement à ce que nous avons été appris, c'est que nous réalisons quelque chose et nous éprouvons de la joie pour la réalisation. Ça, c'est un fonctionnement complètement au contraire. La joie est un produit distillé pratiquement comparable à de l'hydrogène 2, c'est-à-dire hautement flammable, que nous avons besoin pour la réalisation de nos projets. C'est un carburant. Et ce carburant, l'hydrogène 2, est sécrété déjà au niveau de notre corps. Au niveau de notre cœur. Et ce que nous appelons l'hormone de la joie. Cette hormone, c'est effervescence qui nous prend, qui nous fait sourire, qui nous fait sentir léger. N'est pas une indication psychologique, mais elle est au niveau physiologique de la sécrétion d'une hormone appelée la joie. La sécrétion de l'hormone appelée la joie, cette hormone, la joie, en fait, ce n'est que de l'hydrogène 2, de la haute distillation de l'hydrogène, sachant que normalement, nous fonctionnons avec de l'hydrogène 48. La distillation de l'hydrogène 48 produit de l'hydrogène 24. La prédistillation produit de l'hydrogène 12. Après, nous avons de l'hydrogène 6. 4 et 2. Donc, l'hydrogène D, c'est un des plus hauts niveaux d'hydrogène. Donc, il est important, plus nous sommes calibrés dans l'image, plus nous exprimons les images, plus ce niveau d'hydrogène est plus vivier. Et par conséquent, nous sentons une sens d'euphorie. Nous nous sentons contents. Plus nous sommes contents, c'est parce que nous avons distillé de l'énergie. Vous vous rendez compte que si vous éprouvez cela à la fin, après avoir réalisé, c'est comme si on allait quelque part et on commence à pousser sa voiture avec les mains. Quand on arrive à la destination, on met de l'essence. Or, l'essence devait servir au déplacement et pas arriver à la destination et mettre de l'essence. Et ça, c'est généralement ce que nous faisons. Et c'est ce qui fait que la vie soit aussi difficile parce que c'est lui qui n'a pas séminé est exactement celui qui est en train de pousser sa voiture avec les mains. Une voiture dont il ne peut pas se débarrasser. Et arriver à la fin, après avoir scié, on va dire, oups, c'est bon, et on va mettre du carburant pour être content de la fatigue faite. La vie n'a pas été faite pour être une fatigue. La vie n'a pas été faite pour être difficile. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ne peut pas être la déclaration d'une entité qui se dit père de tout. C'est une déformation de la haute spiritualité de nos ancêtres. Ce mot correspond à la libation. Et dans la libation, nous avons affaire avec l'eau. Et l'eau porte quoi? À la croissance. Le mois de Amon-Ra est spécifiquement important pour ceux qui sont nés dans ces mois-là, entre les 21 mars au 20 avril. Mais il est important pour tous, parce que c'est le mois de la libation, c'est la célébration du Mama Wanzombe, c'est le festival du Mama Wanzombe. Et donc, nous sommes tous en fête, mais la place d'honneur durant ce festival est réservée à ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril. Et donc, après avoir fait cette lecture bien nuancée, bien imagée durant toute cette phase-là, quand nous sommes concentrés dans nos images et produit assez de l'hydrogène 2 par euphorie, par visualisation du résultat, comment produisons-nous cette euphorie? Comment produisons-nous de l'hydrogène 2? Et bien entendu, avec l'imagination. Plus nous lisons et pendant la lecture graphique intérieure, disons la lecture vocale intérieure, nous sommes dans une phase de visualisation graphique. On est en train de visualiser les résultats. Les résultats apportent ces stimuli importants au niveau de notre cœur. Nous nous sentons déjà réalisés. Nous sommes en train de marcher dans le temps. Nous sommes en train d'aller voir les résultats avant qu'ils se matérialisent sur le plan physique. Ce déplacement de conscience
sur la ligne des temps, produit une palpitation. Cette palpitation-là est traduite ou est récite par notre colonne vertébrale comme une forme de stimulation. Cette stimulation-là va être interprétée au niveau de notre cœur par la sécrétion de l'hormone de l'hydrogène 2, que nous appelons l'hormone de la joie. Cette hormone qui est un carburant précieux, qui brûle à haute, qui est très, très, très flammable. Eh bien, c'est ce que nous avons besoin pour propulser notre avion, parce que là, nous parlons d'un jet. Et plus ce niveau de raffination est élevé, et plus nous obtenons les résultats voulus. Et donc, du 21 mars au 20 avril, c'est ce que nous faisons dans la lecture. Et quand nous avons fait tout ce que je viens de les recommander de manière bien précise et bien exacte, qu'est-ce qui va se passer après? Maintenant, nous pouvons nous relaxer. L'état mental de la relaxation est très, très, très important. Parce qu'il ne faut pas aller pisser sur le travail qu'on a fait. Il ne faut pas aller détruire le travail fait. Vous devez vivre avec la certitude de l'agriculteur qui a très bien fait son travail de dissémination et il est en train d'attendre la récolte sans jamais douter un seul moment. Tout ce qu'il fait de temps en temps, c'est aller dans les champs, s'assurer que tout est en train de bien procéder, mais il ne travaillait pas. Et cette représentation mentale d'aller au champ voir que tout est en train de bien se passer est fait à travers rester loin des sentiments, des émotionnalités négatives. Rester loin du travail et des émotivités négatives. Ça, c'est une liste de choses que nous devons apprendre à éviter quand nous sommes dans cette phase-là. Éviter d'avoir des émotionnalités négatives. Arrêter de penser négativement de soi. Arrêter de vouloir du mal des autres. Arrêter de cogiter du mal pour les autres. Vouloir le bien pour tout le monde. Être dans la joie intérieure. Désirer le bien pour tout le monde. Ça sont les éléments qui vont permettre une majeure croissance. Par rapport à un cycle du temps, quand nous avons séminé du 21 mars au 20 avril, durant l'alignement du Soleil, de la planète rouge, Mars, la planète rouge et de la Terre, le 21 avril, cet alignement se brise et commence maintenant la phase de la maturation de la germolation de notre culture, qui va partir d'avril jusqu'au mois d'août, plus ou moins. Et maintenant, à partir du mois de septembre, nous commençons maintenant à jouir de nos récoltes, de voir les premiers résultats qui vont se manifester petit à petit, petit à petit, petit à petit, et vont arriver dans la phase de maturation où nous allons vraiment commencer à récolter des bons produits aux alentours du mois de décembre, et ceci va aller jusqu'à l'exauriment, c'est-à-dire à la fin, au mois de février, mars, où nous avons fini tout ce que nous avons programmé et nous sommes prêts pour la nouvelle programmation. Ça, plus ou moins, c'est que nous pouvons programmer beaucoup de choses. Mais ici, il existe des principes qui sont importants. Dans la culture noire, de l'Académie de la culture noire kémétique, nous avons les principes de la chaise. Il est important de comprendre, réaliser profondément, et ceci, je vais bien pointer les doigts dessus, pointer mes pieds dessus. Dans le monde noir, à seconde du niveau, du rayonnement de la manifestation de la conscience incarnée noire, qui lui est humus, duquel on crée le mot humanité, la conception de la manifestation de la prospérité est un phénomène culturel et collectif. C'est-à-dire, dans nos projections, quand nous projetons notre avenir, quand nous sommes en train de séminer, nous ne devons jamais le faire à titre exclusivement personnel. En faisant cela, nous compromettons, nous violons une des lois du cosmos,
qui est la loi de la maths. La maths n'est pas seulement les 42 lois, la maths est la loi de l'interconnexion. On ne peut pas désirer des choses seulement pour soi. On est en contradiction avec la maths, qui lui, maths, dit mathématiques. Et dans la mathématique hémétique, le nombre le plus petit est 2. Le 2, c'est un nombre qui ne se divise pas. Parce que les 1 n'est pas les premiers chiffres. Les 1 est l'ensemble du tout, la globalité. À 1, il y a à côté un 0 qui peut être à sa gauche ou à sa droite, selon le niveau des cycles. Mais le 1 représente la globalité. Le 2 représente la plus petite expression mathématique dans le monde noir. Dès qu'il signifie l'unité, ceci a un rayonnement ou une répercussion dans la conception de la société dans le monde noir. C'est-à-dire, les singuliers n'existent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenez une chaise a toujours 4 pattes, 4 jambes. Il n'y a aucune jambe qui est plus haute que l'autre. Ici, dans une chaise, une jambe est plus haute que l'autre, nous avons une mauvaise chaise. Aucune chaise a un pied plus gros que les autres. Elle ne serait pas équilibrée, elle ne serait pas bonne esthétiquement, ainsi de suite. Si on arrache les pieds d'une chaise, eh bien nous avons une unité, 1. Le 1 est inutile. Vous vous rendez compte, vous suivez? Le 1, quand on arrache les pieds d'une chaise, il devient tout seul, il est 1. Ce 1-là est inutile. On ne peut pas dire une jambe d'une chaise. Elle est inutile. Elle est juste un morceau de bois mort. Mais cette jambe-là, inclue dans la chaise, on a une chaise. C'est pourquoi 1 symbolise l'unité. Quand on a le signe Waganda avec Aoussar, avec les mains croisées sur sa poitrine, nous avons l'unité. Cette unité-là, elle est comprise par 4 jambes d'une chaise, parce que ce qui est au-dessus de la chaise, c'est la masse. Nous avons 4 jambes qui sont reliées pour créer ces dossiers sur lesquels on s'assied. Ces dossiers-là, cette table-là, représente la maths. La maths signifie l'interconnexion. Comme vous avez une chaise, comme vous avez une table. Même chose, même principe. Nous avons 4 jambes. Au-dessus, nous avons l'interconnexion qui est la maths. Cette surface-là que l'on touche, qui relie les 4 jambes et la maths et nous symbolise l'interconnexion de l'humanité. Parce qu'on dit une table. Ainsi donc, dans la mathématique hémétique, qui est traduit dans le modèle culturel, les 1 signifie la totalité. Le 2, par contre, c'est le nombre le plus petit qui représente l'unité le plus petit dans la conception de la vie hémétique. Et donc, quand on conçoit des choses pour soi, on ne peut pas concevoir cela en termes personnels, que moi, parce qu'on devient les pieds d'une chaise ou d'une table qu'on arrache et on devient complètement inutile. Dans la conception, il faut toujours les termes communautaires. C'est-à-dire, j'invite au Nedi Amon Ra, qui sont des vrais kémètes, dans la phrase de la libation, dans votre travail de dissémination, pensez à la collectivité noire. Pensez à Kaba. Pensez à l'humanité noire. Et en séminant pour l'humanité noire, ce qui va vous revenir est l'abondance, parce que l'abondance a caractère communautaire. Comme nous vont au champ toujours ensemble, les chasseurs vont toujours ensemble. Un chasseur qui va chasser tout seul rencontre toujours malheur. Celui qui va au champ tout seul le matin finit par être avalé par les bois, attrapé par un crocodile. Mais quand on va ensemble, quand on est ensemble, quand on marche en communauté, les serpents se cachent, les crocodiles fuient, les boas s'éloignent. Mais quand on est tout seul, on est dangereux, donc on est facile à éliminer. Telle est la nature de l'assimilation, telle est la nature du travail que nous sommes invités à faire. Nous sommes dans le festival de Mama Wandombe.
Et dans les jours à venir, mais un jour à jour, nous allons célébrer beaucoup des événements, nous allons célébrer beaucoup des jours, nous allons organiser même les festivals de Mama Wandombe, où nous allons essayer de nous habiller, représentant Mama Wandombe, la première femme noire, la puissante, la source primordiale de toute vie. Et cette source primordiale est célébrée dans la période de Amon-Ra à travers les rayonnements Amon-Ra, qui est le fils de la mer. Ainsi donc, nous avons fini cette introduction, cette présentation. Un bon travail, bonne sémination à tout ce qui appartient au signe de Amon-Ra. Bon travail, vous qui êtes inscrits dans les signes, dans les Mama Wandombe, qui, dans cette période de Amon-Ra, sont en phase d'enfanter la terre entière. Doua Netcher à vous. Doua Netcher à Mama Wandombe. Doua Netcher au féminin sacré dont la célébration rapporte la balance dans le monde. Doua Netcher à Maman Toto qui nous fournit les sels sur lesquels nous œuvrons. Doua Netcher au féminin sacré en résurrection, en réaffirmation. C'est vers ces féminins sacrés que je me retourne et je dis Amasu empa emra sangsu emenra empa emra aou ku aoura manketi pa erura.